Chapitre 15. Myrdat hésita. Elle se trouvait dans l'escalier monumental qui montait devant elle vers les étages, dans un luxe inouï de marbre, de moulures, de lustres étincelants de mille feux, avant de se séparer en deux. Devait-elle entrer directement dans le parterre? Il lui faudrait dans ce cas traverser toute la salle, ou bien grimper dans les étages pour avoir une vision d'ensemble avant d'agir. Elle choisit la seconde solution et s'élança sur les marches qu'elle avala 4 à 4 en bondissant. Elle bifurqua vers la droite, s'engouffra sous une des voûtes surchargées et, avisant les portes qui s'alignaient dans le couloir, choisit la dernière qui devait se trouver au plus proche de la scène. Elle l'ouvrit. Ce fut pour découvrir un petit groupe d'oligarques habillés à la dernière mode qui, tous, hommes comme femmes, portaient les mains à leurs oreilles douloureuses et, pliés en deux, ne lui accordèrent que peu d'attention, même si certains lui lancèrent des regards tourmentés. Myrdat les écarta sans ménagement et vint se pencher au balcon. De là où elle se trouvait, elle dominait la scène de 5 ou 6 mètres, avec une vue imprenable sur Aïda qui, superbe dans sa robe rouge et noire, ajustée, qui mettait en valeur sa beauté elfique, donnait toute la mesure de son talent, un talent terrible. Car c'était vrai que ses sons étaient insupportables. Myrdat avait l'impression que son cerveau, incapable de les percevoir, se tordait sur lui-même pour essayer de les restituer au risque de la rendre folle. Elle aurait hurlé, elle aussi, comme les autres spectateurs dont les cris formaient à présent un chœur abominable, si elle n'avait pas exercé sur elle-même un contrôle d'acier, comme elle avait appris à le faire au chapitre. Et elle sentait que ce son, quelque chose ailleurs, quelque chose d'infiniment maléfique, lui répondait, quelque chose de terrible qui déjà, guidé par ce fil d'Ariane acoustique, dévorait l'espace à travers les mondes pour parvenir à cette réalité. Un démon qu'il fallait exorciser ou empêcher d'arriver entièrement dans cette réalité. Dans la salle où, sous la grandiose voûte moulurée d'Eugène Ledneveu, représentant le triomphe de la beauté, charmé par la musique au milieu des heures du jour et de la nuit, au milieu des dorures et des fauteuils luxueux où se pressaient en tenue mondaine, toutes plus élégantes les unes que les autres, la quintessence de l'âme et de la société cristallopolitaine, la haute société de Néo-Lutetia se tordait de douleur et les yeux, jusqu'à présent émerveillés, s'emplissaient d'incompréhension et de terreur. Sur la scène, Aïda, les bras levés, comme en transe ou en prière, poussait à présent une longue note en partie inaudible qui semblait se prolonger dans d'inconcevables étendues, trouver des échos impossibles, comme si elle rebondissait dans des dimensions insoupçonnables. À son cou, le gros bijou que Myrdat avait remarqué, ouvert cette fois, brûlé d'une luminescence étrange, surnaturelle, indéfinissable, celle du licanium. Les yeux fermés, tout entière absorbée dans son chant, son invocation, Aïda appelait de l'autre côté de ces replis cachés de la réalité qu'elle sollicitait, de l'enfer. Et on lui répondait. Déjà, au-dessus du parterre, l'air de la salle semblait se moirer, prendre cette consistance épaisse, huileuse, que Myrdat connaissait bien. Aucun de ceux qui se trouvaient dans la salle, obnubilés par Aïda et son chant insoutenable, ne l'avait remarqué, et peut-être n'aurait-il pas su. C'était subtil encore, mais ça se déployait de plus en plus. Et cette fois, ce n'était pas un simple primate, c'était beaucoup, beaucoup plus grand. Et Myrdat le soupçonnait déjà dans ce qu'elle en devinait et ce qui heurtait son esprit, suggérait des formes abominables, beaucoup plus puissantes. Elle hurla « Aïda, non, ne faites pas ça, vous n'êtes pas obligée !» Les grands yeux de la cantatrice s'ouvrirent, se posèrent sur elle. Dans leur miel brûlé, Myrdat devina la surprise et une certaine détresse qui se transforma en résignation. Elle abaissa à nouveau ses paupières et devant une Myrdat qui voyait ses derniers espoirs s'écrouler, monta encore d'une octave. Alors, la mort dans l'âme, consciente que rien à présent ne pourrait lui épargner ce qui allait suivre, Myrdat abaissa sur son œil gauche son oculaire spectrographique avec un petit sifflement. Elle leva son bras droit, dont les doigts se rétractèrent et qui pivota sur lui-même pour déployer le canon chromatique. Les prismes se mirent en place alors que s'élevait le léger bourdonnement de l'énergie se répandant dans les tubulures et les anneaux des convecteurs. Elle était prête, enfin, aussi prête qu'on pouvait l'être face à un tel adversaire. Car ce qui continuait de se déployer, de se déverser dans ce monde tel une bile effroyable, était énorme.
Jamais encore elle n'avait vu un démon d'une telle magnitude. Sa simple présence semblait tordre la réalité. Son essence qui se diffusait autour de lui soulevait en elle des élans innommables, des pensées huileuses, moites, autodestructrices, des envies, des désirs monstrueux. Le calculateur de son armure commençait à égrener alors que la vision de son œil gauche se modifiait, virée au safran. 153 Ewin. Elle n'avait pas le temps. Scanner à si peu de profondeur était une perte de temps. Celui-ci devait être au moins un 700 Ewin, voire davantage. Elle poussa le curseur manuellement. Sa vision bascula dans les teintes s'étendant en dessous du rouge, ces couleurs que les humains ne pouvaient percevoir. Elle se préparait déjà à ce qu'elle allait découvrir, tout en sachant que ce ne serait pas suffisant. L'horreur n'attendit pas. Dans la salle, un des spectateurs, ayant compris ce qu'il se passait, se leva soudain. Tirant sa compagne derrière lui, il s'élança vers la sortie la plus proche. Il ne l'atteignit jamais. À peine avait-il fait 20 pas qu'il décollait du sol, avec un cri de détresse, sous les yeux terrifiés de sa compagne, battant des bras et des jambes, avant d'essayer de se défaire de quelque chose d'invisible qui le tenait. Ses mains agrippaient le vide, son visage devenait rouge, congestionné quand soudain, avec un craquement sinistre, sa poitrine commença à s'enfoncer. Il hurla de douleur, les yeux exorbités, un long hurlement, qui s'acheva par un flot de sang et de viscères, alors que ceux qui le tenaient le pressaient, l'écrasaient comme on l'aurait fait d'une grenade. Ses entrailles sanguignolantes retombèrent en pluie sur le public, et aspergèrent un fragment de l'abomination qui venait de le concasser comme une noix. Ce n'en était qu'une partie, mais c'était déjà bien suffisant pour ébranler l'esprit de n'importe qui. Grouillement de membres délirants, ébauches de bouches, de gueules monstrueuses. La compagne du malheureux, dont le démon venait de rejeter la dépouille ravagée contre un des murs de la salle avec tant de force qu'il explosa, se mit à hurler à son tour un cri fou d'horreur et de désespoir. Il ne dura pas longtemps. Quelque chose la saisit, l'écartela et, sous les yeux horrifiés de Myrdat, la fit éclater comme un ballon de baudruche écarlate. Ce fut le signal. Toute la salle se leva, et dans un élan général, et un concert de cris et de hurlements, se précipita vers les issues dans le plus grand désordre. C'était le sauve-qui-peut général. Toute discipline, politesse ou galanterie oubliée sur l'autel de la survie, la haute société de Néo-Lutetia, renvoyée au rang d'animal terrifié, fuyait pour sauver sa peau. Tout n'était que foire d'empoigne, coups de poing, de pied, corps qui tombaient aussitôt piétinés par les autres dans l'indifférence générale. Certains, abandonnant leurs compagnes ou compagnons à la foule, tentaient de se frayer un chemin vers les sorties à coups de poing, d'ongles et même de dents. Le chaos était indescriptible, un pandémonium de terreur, de violence et de démence. Et au milieu de tout cela, sous le magnifique trompe-l'œil d'un maître d'œuvre, le démon prélevait sa dîme et entretenait la terreur comme on aurait tisonné un feu. Les corps gesticulants s'élevaient ici et là, soulevés par des membres invisibles qui les maintenaient, hurlant, conscients de ce qui allait leur arriver, au-dessus du chaos, avant de les presser, les éviscérer, les écarteler, les transpercer, les éplucher, les empaler, envahir pour les faire exploser ou les mâchouiller pour les vomir sur les misérables qui s'entretuaient dans leur désir éperdu de s'enfuir et de se mettre hors de portée en une pluie d'entrailles et de sang. Les colonnes dorées, les sièges luxueux, les grandes peintures s'éclaboussaient d'écarlate. Au milieu de ce décor somptueux, toute la scène prenait des allures de cauchemar irréel. Même Myrdat, pourtant habituée au spectacle abominable et à la fréquentation de cette engeance, faillit hurler quand elle découvrit, encore bien imparfaitement dans son oculaire, l'apparence du démon. C'était la somme des cauchemars, des phobies, des névroses, de tout ce qui s'agitait, infâme, dans les profondeurs interdites de l'âme humaine, ces abominations grouillantes, rampantes, obscènes, suintantes, meurtrières, qui vous réveillaient la nuit en hurlant, mais que votre esprit miséricordieux effaçait au réveil pour ne pas basculer dans la démence. Tout cela et la malignité qui allait avec, concentrée en une seule entité, celle qui se déchaînait actuellement au centre du petit enfer qu'elle venait de créer. 798 Ewin, affichait son oculaire sur la teinte impossible qu'il scannait à présent, où tout, ou presque, avait disparu, si ce n'était le démon lui-même, et son image n'était toujours pas totalement nette, sa fréquence n'était pas verrouillée. C'était un 9e cercle. Le scan continuait. L'image se précisait encore, toujours plus nette, plus insoutenable. Une véritable torture pour l'esprit qui se rebellait, tentait d'échapper à cette vision.
et le monstre protéiforme poursuivait son carnage, déchiré, éventré, défoncé, éparpillé. Il était tellement éclaboussé de sang et de viscères de ses victimes maintenant, que sa forme en était en partie visible, dessinée, sculptée dans l'hémoglobine, et, soumis à son influence, à ses pulsions abjectes, tout ce qui le composait, certains cédaient à leurs plus bas instincts et se livraient à des actes abominables. Sur la scène, Aïda, tel un maître d'œuvre, en transe, les yeux écarquillés d'horreur et d'un autre sentiment, l'exaltation, fixait ce qui se produisait dans la salle avec une expression hallucinée. Myrdat devait faire quelque chose, arrêter ce massacre. Elle était inquisitrice, elle devait protéger ces gens. Son canon n'était pas encore verrouillé. Elle ne pourrait pas l'anéantir, mais elle ne pouvait plus attendre. Tant pis, elle devait prendre le risque. 815 Ewin, annonçait son oculaire, et il augmentait encore. Elle dressa son bras arme, pointa le canon chromatique et tira. La décharge de lumière surnaturelle, aux nuances violines, traversa la salle et frappa la créature, parut ralentir et la traversa pour finir dans une des colonnes de la salle. Inefficace, enfin, pour ce qui était de détruire cette abomination, car pour attirer son attention, Myrdat dans son oculaire vit des dizaines d'yeux, des petits et des gros, mammifères ou insectoïdes, arachnides ou que savait-elle encore, se tourner vers elle dans la masse colossale, des organes sensoriels démentiels se tendre vers elle, et ses pensées, cette attention effroyable qui levait de nouveau en elle de noires pulsions. Elle dut faire un terrible effort de volonté pour leur résister, ne pas se livrer sur elle-même ou sur d'autres, à quelque abominable pulsion destructrice. Elle y parvint, repoussant cette huile noire qui menaçait de la submerger, de la changer, juste à temps pour voir dans son oculaire et une partie de la salle l'effroyable masse exploser dans sa direction en un grouillement de membres immondes, s'achevant par autant d'appendices meurtriers. Pas le temps de réfléchir. Elle bondit, de toute la puissance de ses jambes mécaniques, s'envolant au-dessus de la scène, alors que le balcon où elle s'était tenue la seconde plus tôt explosait littéralement sous les coups de la chose. Elle se reçut sur les planches dans un bruit sourd et braqua immédiatement son regard sur la créature pour que le scan se poursuive et que son arme se cale sur la fréquence du démon, même si ça l'obligeait à endurer cette effroyable vision qui remuait toutes ses peurs et menaçait de la faire basculer dans la démence. Elle n'eut que le temps de rouler sur elle-même pour éviter deux longs membres segmentés qui s'abattirent vers elle et éventrèrent la scène dans un jaillissement de planches brisées et d'éclats de bois. Elle se redressa sur un genou, fixa la créature, son esprit vacillant au bord de la folie. 876 Ewin. Elle n'y était pas encore, c'était fou. Jamais elle n'avait rencontré un démon de cette magnitude. Myrdat eut à peine le temps d'avoir cette pensée qu'elle devina, plus qu'elle ne vit, le tentacule s'achevant par une pointe barbelée qui fondait vers elle, vite, trop vite. « Myrdat, non !» le cri. Une ombre qui s'interposait entre elle et le membre meurtrier la recevait à sa place dans un jaillissement de sang. Aïda. 891 Ewin. Corps d'Aïda s'agitait au bout du membre monstrueux qui la rejeta comme un déchet, se redressa tel un serpent prêt à mordre. 894 Ewin. Il fallait une puissance phénoménale pour atteindre cette fréquence. Alors que le tentacule arrivait au sommet de son arc, elle saisit son bras arme, bascula deux interrupteurs, pressa un bouton. Déverrouillage, afficha son oculaire. Attention, risque de... Le tentacule se détendit, fondant droit sur elle, prêt à la poinçonner, la transpercer, comme il l'avait fait d'Aïda. Elle pointa son arme, tira. Surcharge. La décharge de lumière violine, quasi invisible mais dévastatrice, croisa le membre meurtrier, alors qu'il arrivait presque sur elle, traversa la salle et frappa le démon de plein fouet, détruisant sa cohérence et son corps invisible, le renvoyant d'où il venait. Il y eut un cri mental quand, d'un coup, ses pensées immondes s'évanouirent. Une rafale d'une terrible violence fouetta Myrdat en lieu et place du tentacule qui s'apprêtait à la harponner et qui venait de se dissiper. Hébétée, choquée, elle demeura encore un instant debout avant de s'effondrer telle une poupée désarticulée. Ses membres mécaniques, privés de l'énergie de sa pile au licanium qu'elle avait déchargée d'un coup, venaient de la lâcher. Mais elle ne pouvait rester là. Elle devait savoir, il fallait que... Roulant sur elle-même, comme ce soir-là, des années plus tôt, pour se mettre sur le ventre, et s'aidant de son unique bras valide, elle rampa sur la scène en direction d'Aïda.
La cantatrice, dans sa belle robe à présent tachée de sang, respirait encore. Se tractant jusqu'à avoir son visage à côté du sien, Myrdate l'appela. « Aïda, Aïda !» Le visage ensanglanté de la cantatrice se tourna vers elle. Ses grands yeux la fixèrent, souffrants, perdus. Ils s'illuminèrent soudain en la découvrant. « Myrdate !» murmura-t-elle. Un sourire tendre, incongru en cet instant, étira ses lèvres. « Pourquoi ?» demanda Myrdate, qui voulait comprendre, qui voulait savoir. Il fallait les arrêter. Il fallait qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils font. Myrdate sentit la main de la diva s'agiter, chercher la sienne, la trouver et y déposer quelque chose. « Tiens, prends ça et garde-le. Conserve-le précieusement. Ne le montre à personne, surtout pas à l'église. Et regarde-le. Cela vient de ton père. » Aïda faisait un effort terrible pour articuler des sons, garder encore dans son corps ravagé un peu de vie. Myrdate baissa les yeux pour découvrir dans sa pomme un cylindre mémoriel. « Je ne comprends pas, gémit-elle. » La main d'Aïda se leva, caressa son visage, ses yeux fiévreux, mourants, la fixèrent. « Myrdate, tu dois te rendre dans ta maison et chercher. » Sa voix devenait de plus en plus inaudible. « Tes parents, le démon, pas tué au hasard. Ton père avait... Il avait... » Ses pupilles se dilatèrent, sa bouche s'ouvrit sans émettre un son. Elle se raidit et retomba. Elle était morte. Myrdate en aurait hurlé de rage et de frustration si une nouvelle voix ne s'était élevée. « Myrdate !» Elle tourna la tête pour voir Marius se précipiter vers elle, se laisser tomber à son côté et la prendre dans ses bras. Et jamais elle n'aurait pensé être si heureuse de revoir l'insupportable commissaire et de sentir sa présence, ses bras qu'il refermait sur elle, puissants et rassurants. Mais alors même qu'il la soutenait, elle sentait dans sa main le poids du cylindre mémoriel que lui avait confié la cantatrice mourante.